Tout de suite, magazine. Les cancers de sein est fréquent chez les femmes et selon l'Institut national du cancer, 33% des femmes sont concernées. Beaucoup de questions tournent autour de ce problème et certaines même pensent que c'est dû au non-allaitement. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons discuter sur ça. Nous parlerons du cancer et l'allaitement. Y a-t-il un lien direct? Comme nous avons un expert qui s'y connaît, il va nous donner des explications, des informations dont nous avons besoin pour nous aider à comprendre et à se prévenir de cette maladie. Et déjà, je passe à poser la question aux jeunes. Qui est concerné ou quelle catégorie des personnes ou des femmes qui sont concernées à ce problème de cancer de sein? Moi, je dirais que ce sont les femmes qui n'allaitent pas encore. Et ce sont eux qui ont ces risques d'avoir du cancer des seins. Ok. Mouleka? Oui, moi je dirais que ce sont des femmes qui ont atteint déjà plus de 40 ans, qui sont exposées à cette maladie. Ok. Kioni? À mon avis, j'estime que le cancer de sein peut atteindre toute femme en âge de procréer. Donc la femme qui voit ses menstruations, la femme qui peut donner vie. Et pour ceux ou celles qui pensent que le fait de ne pas allaiter ou le fait de mal allaiter serait à la base de cette pathologie, c'est vrai? Je ne pense pas qu'il y ait un lien direct entre l'allaitement et le cancer, mais je me dis c'est peut-être génétique. Mais il y a des personnes qui ont raconté, qui ont parlé d'elles en expliquant qu'ils ont eu le problème de cancer parce que l'enfant a fait le renvoi au fait pendant qu'elle l'allaitait et ça a créé des infections qui ont conduit au cancer. Ça peut être une évidence, mais à mon avis, moi je me dis c'est génétique et puis c'est la femme en âge de procréer qui est exposée à cette maladie. Et France? Bien, moi, je dirais que le cancer de sein, ça vient souvent pour moi, pour une femme qui a plus de 50 ans. Donc, ce sont plus pour de femmes âgées. Mais aussi, il y a aussi des facteurs avec le mode de vie que nous vivons fréquemment, avec la consommation excessive d'alcool, la consommation du tabac, mais aussi avec le surpoids. Ça peut aussi mettre en évidence cette pathologie dans le corps d'une femme. Mais pour les femmes qui allaitent ou qui n'allaitent pas, ça, c'est plus aux médecins de nous éclaircir parce que nous avons des questions à poser sur ces cas. Vous avez parlé des 50 ans, mais généralement, présentement, on rencontre les femmes de 30 ans qui ont ce problème des cancers. Ça vient souvent aussi avec de jeunes femmes, mais c'est plus fréquent avec des femmes de plus de 50 ans. Quelque chose à ajouter? Bon, moi, je voulais dire, le fait d'allaiter diminue aussi le risque de cancer. Le fait d'allaiter aussi, le palpation mammaire. Ça fait en sorte que la personne peut d'elle-même, même l'autopalpation, la personne ou une femme peut directement comprendre ça ne va pas et aller vite à l'hôpital pour se faire dépister. Connaissez-vous les signes du cancer, du début du cancer de sein? Parce que vous pouvez vous dire que je peux faire la palpation, mais est-ce que vous connaissez les signes qui nous montrent que la femme est en train de développer ce cancer de sein? Bon, déjà, si on retrouve une masse
qui n'est pas, qui ne correspond pas à une masse qu'on retrouve déjà dans le sein d'une femme, on peut être tiqué pour dire que c'est une anomalie. Il faut aller voir un médecin et c'est le médecin qui confirme. Ok. Monsieur Bob Matala, bienvenue. Nous aimerions d'abord, avant de poser toutes ces questions qui tournent autour d'avant, définir un peu ce cancer de sein. C'est quoi le cancer de sein? Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être dans votre plateau pour parler de ces sujets qui est un réel problème de santé publique. Alors, lorsque vous dites cancer du sein, il y a des termes. Il y a cancer et puis il y a sein. Le cancer, en fait, on peut aussi dire, il a comme synonyme tumeur maligne ou néoplasme. Donc, on peut dire cancer du sein. Si vous attendez dire tumeur maligne du sein, c'est la même chose, ou néoplasme du sein ou néo du sein. Souvent, ce sont les termes qu'on utilise. Alors, le cancer en soi, c'est un groupe de maladies qui peuvent affecter n'importe quelle partie du corps humain. Alors, c'est simplement une multiplication des cellules anormales en désordre. C'est ce qu'on appelle cancer. Le sein, c'est un organe père qu'on retrouve aussi bien chez l'homme, chez la femme, mais qui est plus développé chez la femme et qui a des rôles esthétiques et maternels. Lorsque vous dites cancer du sein, il s'agit simplement d'un dérèglement de certaines cellules au niveau du sein qui se multiplient de manière anarchique, c'est-à-dire qui se multiplient en désordre, et à la fin aboutissent très souvent à la formation d'une masse qu'on appelle simplement une tumeur. C'est ce qu'on appelle cancer du sein. Et quelles sont les causes? Parce que présentement, à entendre nos jeunes, avant, on pouvait parler de cancer de sein aux femmes qui ont plus de 50 ans, au-delà. Mais présentement, on a même les jeunes filles de 20 ans qui ont le cancer de sein. C'est dû à quoi? D'entrée, je voudrais déjà préciser que le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Alors, quant à la cause, vous devez savoir que la cause principale du cancer du sein, jusqu'à ce jour, n'est pas connue. Cependant, on parle plus des facteurs de risque. Les facteurs de risque sont des facteurs qui amènent une femme à faire le cancer du sein. Alors, il existe une kyrielle des facteurs de risque. Notamment, je vais revenir à votre question par rapport à l'âge, puisque l'âge constitue un des facteurs les plus importants du cancer du sein. Parmi ces facteurs, on peut citer les facteurs hormonaux. Ce sont des facteurs qui sont liés aux hormones. Je pense que les hormones, tout le monde sait ce que ça veut dire. Alors, il y a la puberté précoce. Une femme qui a une puberté précoce avant l'âge de 12 ans, c'est un facteur de risque. Une femme qui a une ménopause tardive, c'est-à-dire une ménopause au-delà des 45 ans, c'est un facteur de risque. Le deuxième, c'est le facteur génétique. Quelqu'un a parlé de génétique ici. Effectivement, il y a les facteurs génétiques qui représentent 5 à 10% des cas. Alors, il y a certaines personnes qui portent des gènes qu'on appelle les BRCA1 et 2. Alors, la mutation de ces gènes, plutôt, c'est ces personnes-là, les expose à faire le cancer du sein. Le troisième, c'est les antécédents. Dans les antécédents, on a par exemple l'antécédent familial. Si par exemple, dans votre famille, une jeune fille, chez qui dans la famille, il y a la maman ou la sœur a eu à faire le cancer du sein, la personne concernée est 2 à 3 fois plus exposée à faire le cancer du sein. Là, c'est héréditaire. Vous voyez? Alors, toutes les maladies bénignes, des maladies moins graves au niveau du sein, qui ne sont pas bien traitées, constituent un facteur de risque. En dehors de ça, on a l'âge. L'âge, c'est le facteur le plus important. Il y a une personne qui a parlé de l'âge. Normalement, la tranche d'âge, c'est de 40 à 55 ans, où les femmes sont plus exposées. Mais cela n'exclut pas que le cancer du sein puisse survenir à un âge un peu plus bas. Puisque quelqu'un a parlé aussi de l'âge de procréation. Donc, normalement, dès que la femme voit ses règles déjà, elle peut faire le cancer du sein parce que moi, lorsque j'étais encore médecin stagiaire, j'ai déjà eu un cas d'une jeune fille de 16 ans qui a fait le cancer du sein. Mais la tranche d'âge, c'est de 45 à 55 ans, mais ça n'exclut pas qu'à un âge un peu plus bas qu'ils puissent le faire. Au-delà de ça, il y a des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. On parle de la nulliparité. Il y a une grossesse tardive au-delà des 35 ans. Il y a le fait qu'une femme, l'absence d'un allaitement maternel prolongé. C'est un facteur de risque. Au-delà de ça, il y a certains qui ont parlé des habitudes alimentaires, notamment la consommation excessive d'alcool, la consommation excessive de tabac, le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque. On a le manque d'une activité physique
et puis on a une alimentation riche en sucre ou riche en graisse. Donc voilà en somme une kyrielle des facteurs de risque qui peuvent conduire au cancer du sein, tout en précisant que la cause principale, jusqu'à ce jour, n'est pas encore connue. Vous avez parlé de l'allaitement. Quel est ce lien direct entre le non-allaitement ou la mauvaise façon d'allaiter et le cancer? Parce que vous avez dit que ceux qui allaitent peut-être très tard ont le risque de contracter cette maladie. Ok, déjà, je réponds par l'affirmatif en disant qu'il y a un lien entre le cancer du sein et l'allaitement maternel. L'allaitement maternel est un facteur protecteur contre le cancer du sein. Et on conseille très souvent aux mamans de donner leur bébé le lait maternel. Alors, l'allaitement maternel est un facteur protecteur. C'est-à-dire que les dames qui allaitent leurs enfants sont protégées plus par rapport à celles qui préfèrent allaiter leurs enfants avec le lait maternel. Alors, le mécanisme, il est un peu médical. J'espère que peut-être que vous allez comprendre. Mais je confirme déjà que c'est un facteur protecteur. Premièrement, l'allaitement, le fait qu'une dame ou une maman donne allaite son bébé, ça favorise la maturation des cellules mammaires. Les cellules mammaires sont des cellules qu'on trouve au niveau du sein. Alors, la maturation de ces cellules qui deviennent matures, vont constituer plus tard un bouclier protecteur contre le cancer du sein. Deuxièmement, une femme qui allaite, très souvent, les dames qui nous suivent ou celles qui sont ici ont déjà entendu parler d'une période d'aménorrhée. C'est-à-dire que c'est une période au cours de laquelle la femme ne voit pas ses règles. Oui. Alors, le fait que la femme ne voit pas ses règles, je fais une petite digression plutôt. Vous devez savoir que le cancer du sein, dans 80%, est hormonodépendant. C'est-à-dire que ça dépend des hormones. Et une des hormones, c'est l'estrogène. L'estrogène, c'est une hormone qu'on trouve souvent, qui intervient souvent dans les cycles de la femme. Vous voyez? Alors, le fait qu'une femme allaite, ça diminue les cycles. Donc, elle ne voit pas ses règles et ça diminue le taux de ses hormones. Et le fait que les taux de ses hormones sont bas, ça constitue un facteur protecteur pour la femme. Et à chaque fois que la femme allaite, à chaque fin de l'allaitement, il y a une élimination des cellules mammaires. Ce sont des cellules qui peuvent constituer plus tard un facteur de risque ou qui peuvent se multiplier plus tard pour former le cancer du sein. Mais à chaque allaitement, l'élimination de ces cellules-là constitue aussi un facteur protecteur pour la maman. Donc, c'est cette manière-là que la femme qui allaite est plus protégée par rapport à celle qui n'allaite pas. Vous avez parlé de l'allaitement qui interrompt momentanément les règles. Oui. Et pour ces femmes qui, juste un mois après l'accouchement, voient leur menstrue, est-ce un risque aussi d'être prédisposées à souffrir du cancer de sein? Parce que là, les hormones reprennent leur fonctionnalité normale, si on peut le dire. Alors, très bonne question. Par rapport à cette question, ce que je voudrais dire, déjà, je voudrais préciser que, selon l'OMS recommande aux dames, les 6 premiers mois, de donner uniquement le lait maternel. On appelle ça l'allaitement maternel exclusif. Après 6 mois, il peut y avoir une diversification, c'est-à-dire la femme peut introduire le lait artificiel ou d'autres aliments. Mais l'OMS plutôt, l'Organisation mondiale de la santé, c'est ce qu'on appelle l'OMS, recommande un allaitement jusqu'à 1 année, voire 2 ans. OK? Là, c'est ce qui est recommandé. Mais non, pour cette dame qui voit ses règles juste après 1 mois, parce qu'il faudra préciser aussi une chose, l'allaitement maternel, lorsqu'il est fait correctement, constitue une méthode contraceptive naturelle. Alors, ça veut dire que cette femme-là n'allaite pas correctement son bébé. Le tété, normalement, c'est 8 à 10 fois par jour. Une femme qui allaite son bébé 8 à 10 fois par jour, de cette manière-là seulement, cette méthode peut constituer une méthode contraceptive et probablement le protéger contre le cancer du sein. Cette femme-là qui voit ses règles après 1 mois, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bien allaité son bébé, donc elle est exposée plus à faire une grossesse, mais elle n'est pas aussi mieux protégée par rapport à celle qui allaite 8 à 10 fois correctement son bébé. Et docteur, j'aimerais poser une question. Je vous ai entendu dire que l'allaitement, c'est un facteur protectif. Et qu'en est-il de femmes qui allaitent et le bébé fait le renvoi sur la maman et la femme contracte cette maladie, le cancer du sein? Parce que j'en ai vécu. J'ai perdu même une amie qui le bébé a fait le renvoi et le médecin, après diagnostic, dit que non, c'est un cancer.
et elle a perdu la vie comme ça? Très bonne question. Alors, le renvoi, en fait, c'est ce qu'on appelle régurgitation. Régurgitation, c'est renvoi sans effort. Cela veut dire tout simplement que le bébé, les 6 premiers mois du bébé, son estomac n'est pas assez développé. Alors, il y a toujours une valve qui empêche que lorsque on mange, que la nourriture de l'estomac puisse rentrer vers l'œsophage et vers la bouche. Oui. Alors, le bébé, comme son estomac n'est pas assez développé, lorsqu'on amène du lait maternel ou du lait artificiel, dès que c'est rempli, cette valve-là n'est pas mature, ce qui fait que ça renvoie. Alors, le bébé va faire ce que vous dites, le renvoi. Déjà, je voudrais déjà vous dire que ce n'est pas le renvoi qui est à la base de la survenue du cancer du sein chez votre ami. Ça, c'est déjà faux, c'est pas vrai. Alors, deuxièmement, maintenant, il faudra savoir lorsque le bébé a fait le renvoi. Parce que le renvoi, en fait, c'est simplement du lait que le bébé a ingurgité qu'il renvoie. Donc, en réalité, ça ne peut pas créer quelque chose de mauvais. Cela veut tout simplement dire, c'est aussi un problème sérieux de la sensibilisation. Ça veut dire que ton ami avait certains facteurs de risque qu'elle a accumulés au fil des ans. Et ce qui est grave, c'est que elle pouvait avoir certains signes, mais peut-être qu'elle ignorait ou elle n'a pas tiré attention. Ouais. Alors, ce sont des signes qui ont évolué, tout ça là. Et après, parce que normalement, le cancer du sein ne se décrète pas en quelques jours, une année comme ça, ou en quelques mois, parce que supposons que l'allaitement, c'est maximum 1 année ou 2 ans. Donc, ce n'est pas en 1 année ou 2 ans directement que le cancer devient virulent jusqu'à tuer la personne. Non. Ça veut dire qu'elle avait déjà cette maladie-là, mais malheureusement, elle ne savait pas. Mais ce n'est pas le renvoi qui a fait qu'elle puisse contracter le cancer du sein. Non. Donc, l'allaitement, c'est un facteur protecteur. Oui, docteur, j'aimerais poser aussi une question. Pour une femme qui n'allait pas encore, Oui. comment va-t-elle se prévenir du cancer des seins? Alors, ta question m'amène à parler de moyens préventifs. Comment est-ce que cette dame-là peut se prévenir? Donc, je voudrais carrément parler du moyen préventif rapidement. La première chose, c'est comme j'ai dit par rapport à la question que j'ai reçue ici, c'est l'information en fait. D'ailleurs, c'est une bonne initiative, je vous en félicite parce que le mois d'octobre de chaque année, normalement, c'est un mois qui est concentré à la sensibilisation contre le cancer du sein. Déjà, il faut s'informer à travers des émissions comme celle-ci, à travers des conférences. Deuxième chose pour cette femme-là, c'est le moyen de dépistage. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Première chose, c'est l'autopalpation. Une personne en a parlé au coin. La femme, l'autopalpation, c'est le fait de se palper soi-même les seins. Et en se palpant soi-même les seins, ça se fait une fois le mois après les menstrues, parce qu'à ce moment-là, les seins deviennent moins denses. En se palpant les seins, au moindre anomalie, rapidement, il peut aller à l'hôpital. Vous voyez, c'est l'autopalpation des seins. Deuxièmement, une fois l'année, elle doit se faire examiner les seins par un gynécologue. Et troisièmement, là, ce n'est pas pour la jeune fille, mais pour les dames qui ont déjà plus de 50 ans, ils doivent faire normalement une fois tous les 3 ans une mammographie bilatérale. Autre chose, c'est moindre problème au niveau du sein. Quels que soient les problèmes, il faut rapidement voir un médecin parce que c'est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Vous voyez? Alors, il faut éviter l'alcool, il faut éviter les tabacs, il faut une activité physique. 3 fois 30 minutes par jour, ça dépend de votre état de santé. OK? L'allaitement maternel. Prolonger, éviter avoir une alimentation riche en fruits, riche en légumes, ouais, éviter une alimentation riche en sucre, en graisse, éviter les surpoids, éviter l'obésité. C'est une somme de mesures qui peuvent l'aider à se prévenir contre les cancers du sein. Peggy. Docteur, merci. J'aimerais savoir s'il y a un risque pour une femme auquel le bébé refuse de prendre le lait maternel. Il y a un risque, pardon. Alors, merci pour la question. Vous voulez savoir s'il y a un risque? Bien, s'il y a un risque pour les bébés qui refusent de prendre le lait maternel. Alors, déjà, si le bébé refuse de prendre le lait maternel, il y a un problème. On doit l'amener à l'hôpital, chez le pédiatre. Le pédiatre doit chercher à savoir peut-être qu'il y a un problème, il a des plaies ou pas. Mais si le bébé ne bénéficie pas du lait maternel, c'est un risque pour le bébé. Notamment parce que le lait maternel contient des anticorps qui protègent les bébés contre beaucoup de maladies infantiles, des maladies avant l'âge de 5 ans. Ouais. Ça protège les bébés, ça permet un bon développement du cerveau du bébé, hein, et ça lui prévient contre beaucoup de maladies allergiques, ainsi que surtout contre certaines maladies comme la diarrhée et la pneumonie, qui sont les 2 causes de la mortalité infantile dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est moins bénéfique pour les bébés s'ils ne bénéficient pas du lait maternel. Voilà. Et pour la femme? Et pour la femme, l'allaitement maternel chez la femme comporte aussi plusieurs avantages.
Notamment, par exemple, bon, c'est déjà le gain et l'argent, parce qu'une femme qui allait n'a pas besoin de dépenser pour le lait maternel, et puis il n'a pas besoin de prendre trop de temps pour arranger le biberon, tout ça là. Première chose. Deuxième chose, l'avantage, c'est que ça renforce les liens entre la mère et l'enfant. Ça, c'est très important. Troisième chose, l'allaitement permet à ce que la maman perde moins de sang après l'accouchement, parce que souvent, les femmes, ils perdent beaucoup de sang, et l'allaitement permet à la matrice, que vous appelez à la cité, donc l'utérus, là où les bébés logent jusqu'à ce qu'ils sortent, de retrouver sa taille initiale. L'allaitement maternel, lorsqu'il est fait correctement, permet la perte du poids, la perte pondérale. Bien évidemment, on a dit que c'est une méthode contraceptive naturelle si elle est bien utilisée. Et enfin, prévient le cancer du sein et le cancer de l'ovaire. Donc, ce sont les avantages que l'allaitement confère à la maman. Oui, docteur, moi j'ai 3 questions qui s'enchaînent. D'abord, ce que j'ai compris du cancer de sein, c'est les développements de manière désordonnée de cellules. Exact. Alors, il y a quelque part parmi le facteur de risque, vous avez parlé de la grossesse tardive. Je voudrais que vous faites une corrélation entre la grossesse tardive et le cancer de sein. OK. Deuxièmement, à quel stade... Sinon, je risque d'oublier les questions. Et puis, je pose... Allez-y. Oui. Je réponds graduellement, sinon Non, je risque d'oublier. je pose toutes les questions. Bon, allez-y. Oui, je préfère ça, moi aussi, je risque d'oublier. Alors, la deuxième question est celle de savoir à quel stade la femme peut être amputée du sein ou de sein. Parce que moi, j'ai vu une dame être amputée de son sein parce que les cancers, paraît-il, étaient arrivés à un stade, je dirais, trop avancé. Et la troisième question, est-ce que le fait que la femme soit amputée de son sein lui garantit qu'elle s'est débarrassée réellement de la maladie ou définitivement de la maladie? Ok, merci pour les questions. J'espère que je ne vais pas oublier. Alors, la première question, c'était d'expliquer comment ça se fait qu'une dame qui a une grossesse tardive puisse contracter le cancer du sein. Alors, à cette question-là, bon, c'est un peu médical, je vais essayer d'être un peu plus simple. Je vous ai dit que le cancer du sein était hormonodépendant dans 80% des cas. Hormonodépendant, ça veut dire que ça dépendait des hormones. Alors, chez la femme, on a les hormones comme l'estrogène et la progestérone. C'est plus l'estrogène qui est concerné. Okay? Première chose. J'ai cité parmi les facteurs de risque les facteurs hormonaux. Alors, pour cette femme-là, au-delà de 40 ans, c'est-à-dire que c'est une femme qui est exposée pendant longtemps à une imprégnation hormonale. Une femme qui tombe enceinte, comme je venais de le dire tantôt, lorsqu'elle tombe enceinte, il y a chute de ces hormones-là. Oui? Et la chute de ces hormones, la baisse de ces hormones l'expose moins. Une dame qui n'est pas enceinte, qui ne tombe pas enceinte à plus de 40 ans, ça constitue un facteur puisque pendant un bon bout de temps, elle continue à être exposée. Bien évidemment, ce n'est pas le seul facteur, mais elle continue à être exposée à cette imprégnation hormonale-là. Alors, ça constitue un facteur de risque pour elle par rapport à celle qui a des enfants et le taux diminue. Donc, c'est simplement par rapport à ça. C'est lié aux hormones. C'est la première question. Alors, la deuxième question, c'était encore quoi? À quel stade la femme peut être amputée à quel stade la femme peut être amputée du sein? Alors, première chose, on peut être appelé à amputer, à faire l'exérèse ou à enlever le sein d'une femme, c'est qu'on appelle une chirurgie de propriété. C'est-à-dire, il y a des dames, suite à l'ignorance, il peut avoir une plaie au niveau du sein, ils préfèrent aller se faire soigner par les tradipraticiens. Vous voyez, on manipule, le stade, la maladie évolue tellement que ça fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu une femme avec un cancer du sein avec une plaie qui pue. Donc il y a de l'odeur. Ça veut dire que je peux être ici, vous êtes à 10 mètres, au coin là-bas, vous sentez déjà l'odeur. Première chose, on peut être amputé pour faire une chirurgie de propriété, parce qu'avec cette odeur, elle ne peut pas continuer à vivre avec ça, c'est un peu encombrant. Ouais. Deuxième chose, c'est lorsque le cancer du sein est avancé. Malheureusement, très souvent, les femmes ils viennent à l'hôpital à un stade très avancé, tout simplement par manque d'information. Et le fait qu'on en parle, vous tous, vous constituez déjà un relais communautaire, c'est-à-dire que vous devez diffuser le message de cette manière-là pour diminuer l'ignorance. Donc, c'est par rapport à ça, par rapport au fait que la maladie est très avancée. Alors, la troisième question, c'était est-ce que le fait qu'on a amputé, on a enlevé les seins, est-ce que ça le épargne de la maladie? Non, ça dépend aussi des stades. Parce que dès lors que le cancer du sein a envoyé des cellules, parce que le cancer se développe au niveau du sein, alors que lorsque ces cellules se retrouvent en dehors du sein, on appelle métastase. Dès lors qu'il y a déjà des métastases, c'est compliqué. On ne peut pas la sauver. Donc, dès qu'il y a une métastase, c'est... Moi, par contre, j'allais faire marche arrière. Vous avez parlé de l'autopalpation. Certaines femmes
femmes ne savent pas comment faire l'autopalpation. Ça se passe comment? Alors, Une explication claire qui peut aider aux femmes de faire elles-mêmes l'autopalpation à l'hôpital. Oui, c'est très important. C'est une très bonne question parce que c'est un moyen de dépistage qui est à la portée de toutes les femmes. L'autopalpation, comme je l'ai dit, permettait à la femme de bien connaître ses seins de manière à ce qu'au moindre anomalie, d'aller voir un médecin. Deuxième chose, j'ai dit que l'autopalpation se faisait une fois le mois après vos menstrues. Donc, les menstrues durent normalement 3 à 8 jours avec une moyenne de 5 jours. Donc, après que tes menstrues soient finies, à ce moment, tu peux palper parce que les seins sont moins denses. S'il y a une masse, facilement, tu peux détecter la masse. Troisième chose, comment ça se fait? La première chose, c'est l'inspection. C'est-à-dire que la femme se tient devant le miroir. Elle est dévêtue du haut. Alors, elle se tient devant le miroir, elle met les mains sous la hanche. Et elle fait comme si elle bombait le torse. Elle regarde le sein de face à la recherche des signes comme par exemple, on a dit on pouvait avoir une masse au niveau du sein. Là, visiblement comme ça, c'est aussi possible de voir une masse. Deuxième chose, un sein peut devenir plus volumineux par rapport à l'autre. Là, je parle des signes du cancer du sein. Un sein peut devenir plus volumineux par rapport à l'autre. C'est déjà un problème. Troisième, c'est par rapport à l'aspect de la peau du sein. C'est-à-dire, lorsque vous voyez une plaie, c'est un problème. Lorsque la peau de votre peau du sein change, devient dure, c'est un problème. Lorsque la peau de votre sein, vous remarquez que ça révèle l'aspect de la peau d'orange. L'orange, comme le fruit qu'on mange, c'est un problème. Quatrième signe, c'est sous les selles, vous pouvez remarquer la présence d'une masse. Sous les selles ou sous le clavicule ici, en dessous, au-dessus. Quand vous voyez une masse là, c'est un problème, vous devez aller à l'hôpital. Cinquième chose, c'est par rapport au mamelon. Le mamelon, c'est le bouton qui est juste devant ici. Si vous remarquez que le mamelon est rétracté à l'intérieur, c'est un problème. Si vous remarquez que vos seins font sortir du liquide, c'est un problème. Si vous remarquez qu'il y a des plaies, c'est un problème. Donc, lorsqu'elle est devant le miroir, il observe les seins de face et des profils. S'il n'y a aucun problème, elle va passer maintenant à l'autopalpation. L'autopalpation, c'est fait. Elle va prendre une main qu'elle va placer derrière la tête. Et avec la main droite, elle va utiliser ses 3 doigts. Alors, elle va venir placer ces 3. L'autopalpation peut se faire de manière circulaire, c'est-à-dire, elle va faire de manière centrifugée, c'est-à-dire en partant de la périphérie jusqu'à arriver au niveau du centre. Soit, elle peut le faire de manière verticale, comme ça. Oui, elle fait ça. Et elle termine l'autopalpation par faire une pression au niveau du mamelon. Le mamelon, c'est le bouton qui se trouve juste là, pour voir s'il y a du liquide qui ne sort pas. Et enfin, elle termine l'autopalpation par la palpation de l'aisselle, parce que je vous ai dit qu'il peut y avoir une masse qui peuvent se retrouver au niveau de l'aisselle. Donc, elle fait la même chose à droite et à gauche. En quelques minutes, c'est fini. Voilà comment se fait l'autopalpation du sein. Si demander à quel stade on peut pratiquer la chimiothérapie quand la personne est atteinte du cancer. Aussi, est-ce qu'il y a des conséquences pendant l'allaitement? Oui. Déjà, la chimiothérapie, là, tu m'amènes à parler du traitement. Alors, rapidement, le traitement du cancer du sein, il y en a plusieurs. Il y a la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et puis les thérapies ciblées. Okay? La chirurgie et la radiothérapie, c'est lorsque les cellules sont localisées encore au niveau du sein. Okay? La chimiothérapie et l'hormonothérapie, on les utilise lorsque le cancer du sein a envoyé les cellules en dehors du sein. Ce qu'on appelle les métastases plutôt. C'est à ce moment qu'on dit la chimiothérapie. Alors, pour une femme qui a un cancer du sein, normalement, l'allaitement, le sein a un problème. Il ne peut pas donner, le lait maternel au niveau du sein qui a un problème. Donc là, c'est interdit. Un mot, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, bien qu'il y ait encore des questions. Oui, c'est un sujet vaste. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. C'était pour moi un plaisir d'être ici. Et surtout que le cancer du sein, comme je l'ai dit, c'est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Deuxième chose, c'est la première cause de mortalité de tous les cancers de la femme. Troisième chose, au moindre anomalie, nous venons de parler des différents signes. Nous venons de parler des différents facteurs de risque. Alors, vous devez savoir que toute masse au niveau du sein ne veut pas dire que c'est le cancer du sein. Mais du fait que c'est le cancer le plus fréquent, tout problème que vous avez au niveau du sein, vous devez rapidement voir un médecin, quel que soit le problème, pour que le médecin puisse exclure qu'il ne s'agit pas du cancer. Si il ne s'agit pas du cancer, ça c'est une bonne chose pour vous.
Par contre, s'il s'agit du cancer du sein, vous devez savoir que le cancer du sein est curable à une seule condition, que lorsque le diagnostic est fait très tôt. Plus tôt le diagnostic est posé, plus grande est la probabilité de guérison. Donc, au moindre problème, allez voir votre médecin. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci à vous que nous avons suivi, nous avons compris. Les femmes, moindre anomalie au niveau des seins, allez voir un médecin pour avoir le cœur net. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.